Au nom de LexisNexis, je suis ravie de vous accueillir à cette nouvelle interview consacrée à l'évolution et à la transformation des cabinets d'avocats, puisqu'en effet, à l'heure de l'IA générative, du choc des conformités, à l'heure des enjeux environnementaux et sociaux, de l'augmentation du nombre du contentieux des entreprises, de l'évolution et l'exigence des juristes, mais aussi des nouvelles générations, la profession d'avocat traverse une période de transformation. Elle s'adapte pour répondre aux attentes des nouveaux collaborateurs et pour fidéliser les clients. Elle procède également à un nouveau modèle pour répondre aux exigences accrues de ses clients. Alors, nombreux sont les cabinets qui prennent aujourd'hui conscience et surtout des enjeux que cela représente et en termes de transformation, ce que cela implique. Mais peu sont ceux qui ont anticipé ces transformations et en ont fait des priorités stratégiques. Alors, pour décrypter ces défis et bénéficier de son expérience, je suis ravie d'accueillir Marie-Aimée Dampierre. Bonjour Marie-Aimée Dampierre. Vous êtes chair cabinet Hogan Lovells depuis 2021. Vous avez été nommée en 2020 Regional Managing Partner IMEA. Vous êtes nommée associée Paris en 2001 et vous êtes spécialisée en propriété intellectuelle, notamment en contentieux domestiques et internationaux relatifs aux droits des marques, dessin, modèle, droit d'auteur et concurrence déloyale. Tout d'abord, sur la vision et la culture du cabinet, Hogan Lovells est un cabinet ambitieux. Vous représentez plus de 2600 collaborateurs répartis sur plus de 6 continents. Fort d'un succès et d'une pratique qui est reconnue, vous êtes axé sur les nouvelles technologies avec une stratégie de développement qui repose sur 5 piliers. Profitabilité, client, collaboration, promotion, rétention, mais également diversité, inclusion. Alors, en tant que chair, vous êtes à la tête du board, vous supervisez la stratégie du cabinet. Et justement, en matière de culture, ce terme de culture n'est pas un terme marketing. Chez Hogan Lovells, c'est une réalité. Est-ce qu'on peut parler d'ADN, voire en quelque sorte de raison d'être ? Bonjour Marie-Astrid, et pour répondre à votre question, oui, tout à fait. Et je dois dire que j'ai rejoint le cabinet Hogan Lovells il y a plus de 20 ans, et dès mon arrivée, j'ai été frappée par la culture du cabinet. Je dirais, pour reprendre un terme de ma pratique propriété intellectuelle, c'est un signe qui nous distingue, c'est vraiment une marque de Hogan Lovells. L'attention aux équipes, a toujours été réel, a toujours existé. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, vous pourrez observer que nous avons une partnership qui est très stable. Quand on regarde aussi, je me souviens que lorsque j'étais managing partner, je suivais avec encore plus d'attention qu'aujourd'hui ce qui se passait à Paris. Les blogs des stagiaires étaient assez élogieux à notre égard et de l'ambiance et de l'atmosphère qui régnait au sein du cabinet. C'est d'autant plus important que les cabinets d'avocats, c'est ce qu'on appelle dans notre langage de cabinet international, alors je vais reprendre le terme, un people business. C'est un business pour lequel la valeur, l'être humain est essentiel. Il est clair que nous avons besoin de nos équipes pour rendre et accompagner le service qu'attendent nos clients de nous, pour les accompagner. L'intellect, c'est la matière première, et que sans nos équipes, nous ne ferions pas grand-chose. D'où l'importance, encore une fois, de cette culture. Importance qui est d'autant plus reconnue aujourd'hui et un point auquel les collaborateurs qui vont nous rejoindre vont prêter véritablement attention. Les valeurs vont être un critère de sélection. Et c'est la raison pour laquelle, dans la manière dont nous travaillons avec les collaborateurs, avec nos équipes, nous aurons à cœur d'être généreux, de collaborer, d'associer les collaborateurs à nos démarches, d'exposer aussi auprès des clients ces collaborateurs. Et quand je parle d'être généreux et d'exposer, c'est par exemple ne pas aller seul à un déjeuner client, mais faire en sorte que ces collaborateurs, pour la filiale d'un client américain qui est à Paris, associent à ce déjeuner mes collaborateurs et puis les collaborateurs du contact principal. C'est aussi esprit de collaboration. On est un cabinet global, on est un cabinet international avec des pratiques qui sont globales. Savoir arrêter et tout immédiatement pour répondre à la demande pressante d'un associé dans un autre bureau, pour répondre de manière urgente à un pitch ou à une demande d'opinion. On le fait de façon régulière et avec enthousiasme. Et je dirais qu'il est extrêmement important, cette culture est importante et il ne faut pas sous-estimer l'intérêt et ce qu'on va retirer de cet investissement. Je me souviens toujours avec émotion, voyant les jeunes générations changer. Il y a quelques années, je voulais
pas, demander à mes équipes, il y avait un dossier qui était arrivé de façon urgente, de travailler sur ce dossier durant le week-end. Je m'étais dit, on attendra le lundi matin. Mais quand même, voilà, les habitudes remontant, j'avais quand même lancé un petit email le samedi matin en disant, écoutez, voilà comment je vois les choses et donnons-nous rendez-vous le lundi matin à 9h. 9h du matin, j'arrive. J'avais en face de moi un mémo prêt qui était impeccable et les 2 collaborateurs qui se renvoyaient les compliments pour qui avaient travaillé. Quand on investit dans cette relation, on est récompensé et on a une loyauté qui est formidable. Donc voilà, les choses dans la relation de travail ont changé, la culture est importante et ensemble, écoutez, cette culture, c'est une clé du succès et on en est absolument convaincus. En matière de diversité, je donnais en exemple dans vos valeurs, justement, vous revendiquez dans vos valeurs la diversité. C'est un des piliers de votre stratégie. Beaucoup de cabinets, aujourd'hui, revendiquent cette valeur. Or, il apparaît qu'au sein de votre cabinet, ça n'est pas une nouveauté, ça n'est pas qu'un label marketing. Pouvez-vous expliquer concrètement comment le cabinet a déjà mis en place tout un tas de stratégies et de plans d'action sur ce sujet, et comment est-ce que c'est réellement un levier de croissance pour votre cabinet? Alors, il y a plusieurs choses. Je dirais tout d'abord que le cabinet n'a pas eu peur d'affirmer haut et fort que la diversité fait partie de sa stratégie. Et c'était quand même extrêmement innovant de notre CEO actuel, Miguel Zaldívar, de mettre comme un des 5 piliers de cette stratégie, vous l'évoquez vous-même, diversité, et de nommer un Global Managing Partner for Diversity and Responsible Business, j'utilise le terme anglais, c'est le titre, on est un cabinet global, qui reportait directement auprès de lui sur notamment ce sujet de la diversité. On a toute une équipe dédiée autour de l'avocat en charge ou de l'associé en charge de la diversité, mais quand je parle de 2020, c'est une évolution logique, puisque dès avant 2020, nous étions même un des cabinets à avoir, j'avais rejoint une première fois le board, j'avais rejoint à l'époque déjà le comité global diversité et inclusion, que j'ai dirigé ensuite lorsque j'étais devenue Regional Managing Partner pour l'Europe continentale, avant EMEA. Donc, dans les faits, c'est une longue histoire, ce n'est pas nouveau. Et puis, il y a un constat à faire, c'est qu'on est un cabinet global, donc par nature diverse. On est représenté, vous le disiez, sur plusieurs continents, dans plusieurs bureaux, on a plusieurs nationalités, on a plusieurs origines. Elle existe de fait, à telle enseigne que lorsque vous allez aux États-Unis, par exemple, vous regardez quels sont nos groupes, ce qu'on appelle les affinity groups, eh bien, vous avez plusieurs groupes, à peu près plus d'une dizaine, avec le groupe latino, First Gen, qui veut dire les First Generation d'avocats, vous avez Asian Pacific, vous avez les Black Affinity Group, et j'en passe. Vous avez aux États-Unis ce qu'on appelle REAL, c'est le Race and Ethnicity at Organ Levels. Et à nouveau, ça prouve, j'ai dit aux États-Unis, mais c'est à Londres, donc ça prouve l'importance et combien la diversité est ancrée dans la culture, combien on veut faire en sorte que ce qu'on appelle, que ce qui sont les personnes noires, asiatiques ou de différents milieux sociaux puissent eh bien, avoir beaucoup de succès au sein du cabinet et les accompagner. Alors, ce que je viens de décrire pour les États-Unis, ce que je viens de décrire pour Londres, c'est évidemment plus facile quand on est dans des bureaux de large taille. Washington, Londres, New York, voilà, que des bureaux de plus petite taille. Mais ça prouve déjà que c'est très organisé au sein du cabinet. Et puis, non seulement il y avait cette stratégie, non seulement il y a la situation de fait qui nous sommes, mais il y a aussi les résultats. On regarde et on fait très attention à ce que ça signifie en termes, par exemple, de promotion de femmes. Et on a été très fiers de dire que l'année dernière, en 2023, sur nos 38 jeunes associés, 58% étaient des femmes. Lorsqu'on regarde aussi les minorités, toujours au sein de cette même promotion, 12% de minorités étaient représentées. Et pour ceux qui se déclaraient, pour les LGBTQ+, c'était 12% aussi, donc ce qui est quelque chose. Pour parler de Paris, puisque nous sommes en France, 40% des femmes sont associées. Au niveau mondial, c'est 33% des femmes. Et tout ça, on ne se satisfait pas des résultats, on veut aller beaucoup plus loin. Pour donner d'autres exemples, 50% de nos conseils sont des femmes, 68% des seniors associés sont des femmes. Nécessairement, la diversité, elle existe, il va falloir l'accompagner et faire en sorte que toutes ces personnes puissent atteindre, se développer et le plus haut niveau de la carrière qu'elles souhaitent. Alors, quels sont les outils ? Il y a plusieurs types d'outils. Il y a des outils qu'on a développés en interne, des programmes de sensibilisation, de formation. Par exemple, récemment, c'était les préjugés, lutter contre les
préjugés interactionnels. On ne se rend pas compte parfois dans son comportement, quand on attribue à l'image d'une personne, immédiatement on va faire une déduction qui pourra être fausse. Une réunion par exemple avec un homme de 50 ans et une femme de 40 ans, naturellement la personne qui ne le connaît pas se tournera vers l'homme pensant que c'est le boss, alors que c'est l'inverse. Donc on essaie de lutter de familiariser, de sensibiliser à tous ces sujets. On a un programme aussi, on considérait que les femmes, je parle des femmes, ça ne veut pas dire qu'on ne prête pas la même attention aux minorités LGBTQ+, mais c'est peut-être encore là où il faut encore continuer à progresser de façon encore plus évidente. Donc pour les femmes, quand on regardait nos équipes corporate et finance, elles n'étaient pas suffisamment présentes. Donc ici, on a mis en place un programme de mentoring poussé pour les accompagner, identifier, accompagner, les aider à progresser et devenir associés. Un programme dont on est extrêmement fier à Paris, qui a été mis en place par Xenia Legendre il y a quelques années, c'est Jump In. C'est-à-dire d'ouvrir les portes de cabinet pendant une journée à des étudiants qui viennent des universités dans lesquelles on n'irait pas forcément chercher systématiquement, de province, les inviter à passer une journée avec nous, rencontrer des avocats, passer des entretiens, les aider à rédiger, apprendre comment rédiger des CV. Et à l'issue de ces journées, eh bien, il y a une offre de stage pour quelques-uns d'entre eux. Il y en avait 10 en 2022, il y en a 7 en 2023. Donc, à chaque fois, c'est une manière de faire en sorte tourner vers l'extérieur, mais de faire en sorte que, voilà, d'améliorer la diversité et donner des opportunités nouvelles aux étudiants. Alors, j'y vois aussi, pour être tout à fait franche, un intérêt. Parce que je sais que c'est un sujet dont on va parler. Mais on sait bien que la profession d'avocat, elle est passionnante. Moi, j'ai toujours été passionnée et je voudrais que tout le monde, mes enfants les premiers, se projettent en tant qu'avocat. Mais ce n'est pas forcément vrai parce qu'on a aussi la réputation de travailler parfois un peu trop, le bon équilibre vie professionnelle, vie privée. Mais quand on voit des étudiants venant d'autres origines qui ont peut-être parfois plus bataillé pour arriver à ce métier, ils ont un esprit entrepreneurial, peut-être feront-ils partie, on l'espère, de ceux qui souhaiteront être associés, puisque, encore une fois, je sais qu'on va en discuter, l'appétence pour devenir associé a peut-être un peu diminué ces derniers temps, et il va donc falloir trouver différents moyens de continuer à attirer les jeunes au sein de nos cabinets. Alors justement, en matière de recrutement et de fidélisation des talents, c'est aujourd'hui une problématique. Certains cabinets parlent même de fléau et ça fait, c'est un problématique auquel font face une grande majorité de cabinets, quelle que soit leur taille, mais aussi quelle que soit leur spécialisation. Concrètement, quelle est votre stratégie pour fidéliser et retenir ces talents ? Alors, il y a un autre point que je voudrais ajouter pour dire que c'est crucial pour nous de mettre en place cette stratégie. Elle est d'autant plus importante que la diversité est un point important, un élément important de sélection par nos clients des cabinets avec lesquels ils vont travailler. Oui. Les clients souhaitent qu'on leur présente des équipes diverses. Quand on prépare des pitchs, avant, on doit donner les données de diversité et on doit faire en sorte que ce ne soit pas simplement des mots, c'est-à-dire que lorsqu'on se présente face aux clients, on est cette équipe diverse. Et finalement, un bon moyen pour les clients de contrôler qui travaille sur les dossiers, c'est de voir les noms de ceux et celles qui seront facturés. Donc, c'est un point extrêmement important aussi pour cette autre raison. Alors, il a bien fallu se confronter à une situation nouvelle. Oui. Et je dirais que c'est une situation qui a changé. J'ai vu les changements il y a à peu près 10 ans. Et c'est en observant à la fois mes collaborateurs, l'attitude des collaborateurs, et puis l'attitude de mes enfants, ou vice-versa, celle des enfants et des collaborateurs, que j'ai commencé à mieux comprendre ce qui se passait. Les aspirations ont changé. Les collaborateurs, et ce qui est très intéressant et nouveau, c'est qu'avant, je me souviens quand je me présentais, j'ai pu me présenter, ne serait-ce auprès d'Hogan Lovells, j'expliquais pourquoi ils devraient m'embaucher. Alors que maintenant, c'est à moi d'expliquer aux potentiels recrues pourquoi nous sommes le cabinet qu'ils doivent rejoindre. Donc c'est complètement un rapport de force qui est différent. Et les jeunes, les plus jeunes viennent chez nous parce qu'ils veulent des valeurs, ils veulent du sens. Ils veulent qu'on les aide à se développer, non seulement professionnellement, ce qui est une évidence, mais aussi personnellement. C'est quelque chose de plus nouveau. Et je dois dire qu'il y a quelques temps, j'hésitais à poser des questions sur la vie privée, je me pensais probablement indiscrète, mais pas du tout. C'est très important d'accompagner, de pouvoir aussi comprendre quand il y a des moments où la personne sera un peu moins disponible, les raisons, voire même de pouvoir supporter. Donc la diversité, c'est aussi important pour nos collaborateurs, la RSE, l'environnement, être sûr qu'on soit au fait des choses et au point quand il s'agit de technologie, ce sont tous des geeks des jeunes générations.
Donc ça, ce sont des points pour eux importants de sélection des cabinets. Et puis tous, comme on l'évoquait, ne souhaitent pas à terme être associés. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Bien entendu, on investit énormément dans cette génération et on souhaite, parce qu'on aura passé tellement de temps à les aider à se former, à se développer, on souhaite qu'ils deviennent associés. Mais s'ils ne souhaitent pas, s'ils devaient partir, on tient absolument à ce que leur période de temps qu'ils auront passé au sein du cabinet soit une expérience positive. Qu'ils aient cette impression de créer, j'ai bien vu au retour du Covid, comme une communauté. Et on voit que de plus en plus, le cabinet est aussi un lieu de socialisation. Donc il faut faire en sorte que ça se passe, qu'il y ait des réseaux. Voilà, exactement. Et faire en sorte que le jour où ils quitteront, s'ils quittent le cabinet, ce bon souvenir fait qu'on gardera des contacts qui pourront devenir nos clients. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors, bien entendu, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va proposer dès le début, on va être extrêmement attentif à la manière dont on travaille ensemble, à la collaboration. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue régulier, pas simplement celui qui est imposé par les règles du barreau d'avoir cet entretien annuel, mais effectivement, dès les premiers jours, il y a des possibilités, il y a des formations de 2 jours arrivée du cabinet. Il y a ce qu'on appelle des retraites offertes aux juniors associés. Après, il y a des programmes de développement aux collaborateurs un peu plus seniors, où on va aussi mixer, on va faire en sorte qu'ils se rencontrent d'un pays à l'autre, ou au moins au sein d'une région, pour commencer à créer leur réseau en interne. On va les familiariser, on va leur dire, excellent avocat, bien entendu, c'est la base, mais votre métier va beaucoup plus loin, c'est de comprendre ce que c'est que le business développement, ce que c'est que la finance, comprendre l'environnement dans lequel vous opérez. Après, et au fur et à mesure que la carrière se développe, il y a d'autres programmes qui sont mis en place, qu'on appelle Momentum, Transform, voire même 2 jours à Oxford au niveau de leadership. Encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'être un leader? L'importance d'inspirer aussi et d'être un rôle modèle. C'est fondamental. Et puis au-delà de ça, il y a des formations régulières, des formations juridiques, au business development, j'en parlais. Pitch to win, comment savoir se présenter et donner envie aux clients de travailler avec nous. On participe, on invite les collaborateurs et pas simplement les associés, mais ensemble, à participer à des réunions par secteur d'industrie. Parce qu'il faut savoir qu'au-delà des pratiques, on est organisé par secteur d'industrie et on demande à chacun de se focaliser sur 1 ou 2, qui peuvent être les sciences de la vie, technologie, secteur automobile, les finances. Je cite ici les plus importants. Il y a aussi ce qu'on a repris après les Covid, le Training Days. Donc récemment, il y a eu les journées de formation propriété intellectuelle pour la région EMEA à Lyon, à Londres, mi-novembre. Pour la région Asie, c'était à Hong Kong, un peu plus tard. Pour la région Amérique, c'était à Houston, début novembre. Donc tout ça sont des occasions pour nos collaborateurs d'évoluer, de comprendre mieux comment fonctionne le cabinet, comment eux-mêmes commencer à développer leur image de marque en interne et le moment venu en externe. Puis il y a des programmes, on est un cabinet global, donc il faut bien encore donner quelque chose de plus. On a ce qu'on appelle le HL Passport. Donc, c'est un programme qui permet, il faut un business plan, aux seniors associés de passer 3 mois dans un autre bureau et puis travailler vraiment au quotidien avec les collaborateurs au sein de ce bureau. Même chose pour les jeunes associés, ce qu'on appelle HL Ambassadeur. Donc, les jeunes associés ont la possibilité, on a un exemple récent au sein du bureau de Paris, Hélène Parent, qui est partie passer une semaine à New York pour se familiariser, connaître mieux nos associés et à partir de New York, aller à Washington, Boston, voir les bureaux voisins. Donc tout ça, c'est donner des éléments qui sont des plus et qui font que non seulement les collaborateurs vivent ce que c'est que le cabinet international, un cabinet global, parce qu'on se présente comme vraiment global, mais en plus qui vont leur permettre à eux de se développer et de leur donner les outils pour cela. Voilà, donc ce sont des initiatives en interne. Les initiatives en externe tournées vers l'extérieur, c'était parfois ces déjeuners que je mentionnais. Vous parliez de feedback également. Oui, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de cabinets. Alors, il y a des feedbacks, bien sûr, annuels, mais vous expliquiez que les feedbacks, c'était aussi après chaque dossier et que c'était extrêmement important. Et c'est aussi un facteur qui nous permet de progresser. C'est-à-dire qu'après chaque dossier, un dossier important, qui se soit bien ou mal passé, voire même après un pitch, aller vers le client et qu'il nous dise ce qui a été bien, ce qui s'est moins bien passé et comment nous, on peut s'améliorer. Et on associe bien entendu à cette réflexion les collaborateurs.
Et quand je parlais de collaborateurs, vraiment leur donner envie de rester, de se développer, les moyens de se développer en interne, de commencer à créer un cabinet global, ça veut dire aussi avoir un réseau interne et de clients internes futurs. Les clients externes, je mentionnais ces déjeuners, mais le pro bono aussi. Quand on parle d'attrait de cabinet, voilà, et le responsible business, c'est aussi tout ce qu'on va faire gratuitement au service de la communauté, rendre à la communauté. Et les clients qui n'ont pas la possibilité d'assister des jeunes start-up ou dans le domaine des entrepreneurs, tout ce qui a impact social, ensemble avec les clients, notamment au travers de cette initiative qu'on appelle HL Base Catalyst à Paris, à Londres. On travaille en partenariat avec des clients et on aide ces jeunes entreprises à démarrer, on leur donne des avis juridiques. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et ça crée en plus, non seulement on donne c'est give back to the community, mais aussi on travaille avec nos clients et on crée des liens supplémentaires. Voilà, quand on essaie vraiment de rendre concret les choses, c'est absolument concret, en effet. Ouais. Alors justement, sur les relations avec vos clients, côté entreprise, on le voit, les directions juridiques ont évolué ces dernières années. Elles sont plus exposées à des nouveaux risques, que ce soit LCBFT, devoir de vigilance, risque de contentieux, CSRD. Elles sont mieux organisées, elles sont plus axées aussi, ROI, rentabilité, on voit l'avènement de LegalOps. Elles sont très digitalisées, elles internalisent beaucoup plus. Conséquence, elles sont, ce que nous disent les cabinets d'avocats, devenues plus exigeantes aussi avec leurs conseils. Question, comment vous évoluez en fait par rapport à ces nouvelles exigences ? Alors, il y a deux choses. À la fois, on va essayer de mieux comprendre nos clients et d'être plus proche d'eux. Vous évoquiez le feedback, les sessions de feedback, mais nous aussi, on va essayer quand on arrive auprès d'un client, c'est pas simplement une pratique qu'on va vendre, mais aussi la connaissance du secteur dans lequel il opère. Ça évite beaucoup d'explications et ça permet d'aller plus vite, d'entrer plus vite au cœur du dossier. Et puis, on voit bien les évolutions et les secteurs du droit dans lesquels ils auront plus besoin que nous. Vous évoquez la RSE, bien entendu, digitalisation, transition énergique. Donc tout ça, on se focus à nouveau sur tous ces secteurs. Et puis, on met à disposition de nos clients toute une série d'outils auxquels ils ont accès gratuitement et un peu plus s'ils veulent payer quelque chose, en payant quelque chose. Mais il y a des bases de données avec des updates réguliers sur certains sujets, voire même très faciles d'accès parce que notre plateforme Engage, auquel ils ont accès, par exemple en matière de sanctions, de corruption, même ISG, il y a une cartographie, on peut cliquer et on voit où on est, on compare l'état du droit d'un pays à l'autre. Voilà, donc on essaie de faciliter aussi l'accès de nos clients à certains outils, certaines informations, l'évolution du droit, parce qu'on considère que ça fait aussi partie de notre devoir d'accompagnement, et pour ne pas les inonder avec des newsletters dont ils n'ont que faire, voilà, ils souscrivent, ils nous disent ce qui les intéresse, puis on leur envoie régulièrement ces lettres d'information. Encore une fois, ce qui pour nous est très important, c'est d'être proche de nos clients. Je me souviendrai d'une remarque faite d'un client il y a des années, qui reste toujours vraie, qui m'a dit « Mais Marie-Aimée, pourquoi allez-vous chercher à développer d'autres clients quand vous avez encore tant à faire avec nous? N'hésitez pas à nous solliciter. On sera ravis de vous ouvrir des portes à partir du moment où on a confiance, on sait que vous nous traiterez bien et que vous êtes un cabinet avec qui on aime travailler. Et puis, bien entendu, on est aussi conscient tout à fait de la nécessité de rendre le meilleur service qui soit, le bon équilibre entre la qualité du service et aussi ce que ça va coûter aux clients. Et autant, on est tout à fait convaincu que lorsque ce sont des avis à forte valeur ajoutée stratégique, oui, on pourra continuer à appliquer nos taux horaires de façon tout à fait sereine. Lorsque ça devient plus standard, il faut trouver des solutions innovantes. Et c'est la raison pour laquelle on a en place une équipe pricing qui va nous aider, nous aussi, à présenter ces solutions aux clients, voir comment les adapter, en discuter avec eux et au fur et à mesure de l'évolution du dossier, suivre comment est-ce qu'on a bien suivi le budget qui avait été présenté? Est-ce qu'il faut en rediscuter? Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? Donc, on est devenu très attentif à ça. On essaie d'être le plus transparent possible avec nos clients. Et c'est quelque chose dont on a absolument à cœur parce qu'on ne veut pas mettre nos interlocuteurs principaux en porte-à-faux en interne vis-à-vis de ceux avec qui ils vont rendre compte. Voilà, donc on sait combien c'est important, donc on a à cœur d'y être. Plus qu'une relation client, c'est une expérience client. Ah, c'est une expérience client, mais tout est à propos de l'expérience client. De la même façon que l'expérience client, nous, c'est notre marque qu'on vend et qu'on met en avant, qu'on veut valoriser, et on veut que ce service soit le meilleur.
Alors, dernière question sur l'intelligence artificielle générative 2023, lancement par OpenAI de ChatGPT qui marque une rupture technologique Oui, sur ouais. la plupart des secteurs et notamment le secteur juridique. Justement, à ce titre, quelles sont vos exigences envers ces nouveaux outils et quelles opportunités y voyez-vous? Alors, d'abord, il faut savoir que les outils informatiques, l'intelligence artificielle, bien entendu, ça fait des années qu'on les utilise. On a des systèmes ou des logiciels qui nous aident déjà à rédiger certains types de contrats standards, à explorer, à trouver la bonne information. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a créé, on a développé sous notre propre marque Eltemat certains produits, certaines applications qui, par exemple, permettent à une entreprise de voir déjà à un certain niveau, est-ce que les bases par exemple en matière de compliance, sont respectés ou pas, et s'ils ont besoin d'aller plus loin, on est là pour les aider. Il y a tout ce qui est le génératif ChatGPT. Bien entendu, on est là-dedans. On y travaille énormément. On a tout un groupe, un comité qui déjà voit la place. absolument déjà en place. C'est fondamental. Mais pour nous, ce qui va être important, ça va être absolument les bases sur lesquelles on va travailler. Ce doivent être des bases sécurisées, à forte valeur ajoutée, bien entendu, qui protègent les données de nos clients. C'est un point sur lequel on ne négociera pas. Voilà. Mais on veut y aller. Pourquoi? Parce qu'on veut être capable de rendre le meilleur service aux clients de la manière la plus efficace, cost-effective, pour revenir à ce dont on parlait il y a quelques minutes. Marie-Aimée Dampierre, merci infiniment d'avoir partagé la vision de votre cabinet sur l'ensemble de ces sujets. Merci d'avoir partagé votre expertise et je vous remercie pour votre attention.